Essa tem que vir mais para cá, pô. Câmara também está bem fusca. C'est bien passé au Brésil. Oh. Me demande pas cette question. Mais comment? Mais comment? Oui, je te demande, mais. Chico, tu me demandes. C'est bien passé. Peut-être que ça passe pas bien. On a volé quelque chose là-bas, puisque là-bas, il y a tout. Il y a trop de voleurs. Au Brésil, là. Pas pour nous, je suis africain. Angolais en plus. On est les voleurs. Nous sommes gâteaux. Et puis nous sommes à J-5, désormais avant les élections européennes. Caroline de Camaret nous emmènera tout à l'heure en Espagne notamment, où la campagne pour les élections européennes est animée par le Premier ministre Pedro Sánchez. Vous le verrez, il y a eu un nouveau rebondissement dans la journée. Nous irons également en Estonie, où les électeurs ont déjà pu glisser leur bulletin dans l'urne. Le journal de l'Europe, c'est tout à l'heure. C'est le journal. Ouais. Vous l'avez vu en titre sur le conflit israélo-palestinien. C'est donc à nouveau invité ici en France. Vous allez redécouvrir cette image. Celle de Rachel Kedour, députée de la France Insoumise, grandissant donc. Ça va. Ça va exploser, les moines, ça va exploser. On va mourir tous ensemble. Ah, mais non. Moi, je vais rester. Moi, je ne vais pas mourir. Non, tu vas mourir I don't want to go away now. Tu vas mourir avec le stress. Non. I don't want to go away now. Tu vas mourir avec le stress. Not me. I don't want stress. Exactement. That's why we don't want to see I don't want. none of these politics. Beaucoup plus tranquillement, en tout cas de manière moins outrancière avec des commentaires. You know what must kill that people, the politicians. Must kill them all. La fameuse théorie du chaos national. Ah, yeah. Ça continue, les Français jugeront, le gouvernement n'aura pas le droit de ces You know, that's what I went to school for. demander que cessez-le-feu, c'est demander aussi la libération des otages israéliens, c'est demander la libération des prisonniers palestiniens. Mais pour ça, pour qu'il y ait une chance à la paix, il faut le cessez-le-feu. Just lie. Pendant plusieurs semaines, l'agresseur, c'est le gouvernement israélien qui est sur un territoire qui ne lui appartient pas. Aujourd'hui, c'était une façon pour nous de le rappeler avec ce drapeau palestinien que nous avons tous figuré à partir de nos dons. C'était ça notre volonté collective, c'est ça que nous avons respecté. Sur le plan diplomatique, le plan de Joe Biden pour un cessez-le-feu donc à Gaza arrive à l'ONU, au Conseil de sécurité. Le président américain souhaite que son projet de résolution soit adopté, tout comme le haut commissaire aux réfugiés. Alors a-t-il des chances d'aboutir? Ambiance à Jérusalem avec notre correspondante Claire Duhamel. La position israélienne est toujours très ambiguë. Depuis plusieurs jours, le cabinet du Premier ministre considère que cette proposition portée par les Américains est incomplète. Et en ce sens, les négociations n'aboutissent pas, malgré les pressions américaines et les pressions de la communauté internationale. Hier, le Hamas s'était dit positif, mais réclamait des Américains des offres de garantie pouvant permettre de s'assurer qu'Israël respecterait le cessez-le-feu de façon durable. Et ça semble être le point de discorde principal, puisque quant à la première phase de l'accord qui prévoit un cessez-le-feu de 6 semaines et la libération des otages israéliens, eh bien, cette première phase semble relativement atteignable pour les Israéliens, mais la grande question c'est celle de la deuxième phase du retrait plus grave des forces israéliennes de Gaza et d'un cessez-le-feu qui une partie du pouvoir politique israélien considère que si la guerre s'arrête demain, Israël a failli dans son objectif principal qui est de détruire le Hamas aussi bien militairement que politiquement, et c'est pourquoi un certain ministre s'oppose à l'accord tel qu'il est en tout cas dessiné par les Américains. À 5 mois de la présidentielle, l'annonce est faite pour séduire des électeurs plus droitiers. Aux États-Unis, la Maison-Blanche assure que Joe Biden va fermer temporairement la frontière mexicaine aux demandeurs d'asile clandestins. Annonce surprise du camp démocrate 2 jours après l'élection de la nouvelle présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.
Une façon bien sûr de marcher sur les plates-bandes électorales de Donald Trump pour l'actuel président américain. La victoire est là, par le déficit en Inde, le BJP du Premier ministre Narendra Modi remporte la majorité à la Chambre basse. 290 sièges, c'est plus que les 272 nécessaires. En total, néanmoins, inférieur aux 353 sièges emportés par le BJP et ses alliés en 2019, avec notamment un vote sanction dans 2 États du Nord. On vous retrouve, Alban Alvarez. Bonjour, vous êtes notre correspondant là-bas. Victoire donc de Narendra Modi, mais le raz-de-marée espéré par le BJP n'a même pas eu. Absolument, Florence, c'est même le pire score du BJP de l'ère Modi. Le BJP, lui seul en fait n'obtient pas la majorité absolue qui est donc fixée à 272. Il va donc devoir s'allier avec des partis régionaux historiques pour pouvoir gouverner, mener à bien ce troisième mandat. Mais même cette alliance, au final, elle dépasse à peine, elle ne dépasse pas le seuil des 300 députés. Même si Narendra Modi se vante d'une victoire, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit vraiment d'un grand succès pour le Premier ministre actuel. On pourrait peut-être même parler d'un vote sanction. En tout cas, Narendra Modi se félicite d'un côté, mais également l'opposition se félicite elle d'avoir fait un score quasi inespéré. Le parti du Congrès, qui est à la tête de cette grande alliance d'une trentaine de partis régionaux qui visait à chasser le BJP du pouvoir, n'y est peut-être pas parvenu, mais Rahul Gandhi a estimé que cette élection était une victoire pour la démocratie. Rappelons que le parti du Congrès, lui, double son score selon les dernières estimations. Et elle avance donc à noter dans plusieurs fiefs historiques, notamment au nord, le BJP est en déroute. C'est notamment le cas dans l'état de l'Uttar Pradesh, qui est pourtant le fief des nationalistes hindous depuis de très nombreuses années. L'Uttar Pradesh, ça a été un peu le laboratoire des extrémistes hindous, avec à sa tête un moine fondamentaliste proche de Narendra Modi qui mène depuis des années une politique particulièrement islamophobe. Et pourtant, il y a peut-être une lassitude liée à ces propos, à cette virulence, cette opposition constante entre les hindous et les musulmans. Et les thèmes de campagne ont complètement les thèmes de campagne sur lesquels le BJP est complètement passé à côté. C'était notamment le thème du chômage ou encore de l'inflation. On allait en Uttar Pradesh, clairement, les citoyens nous parlaient de ces problématiques. D'accord, oui, un temple a été construit à Ayodhya, mais ce n'est pas ça qui va remplir. Ça, c'était vraiment des propos que nous avons entendus durant ces dernières semaines lors de cette campagne électorale. Et non seulement le BJP perd des sièges, mais ils sont fait dépasser par l'opposition. Et c'est notamment le cas dans cette ville d'Ayodhya où un temple a été bâti là où se tenait une mosquée il y a 30 ans, détruite par des extrémistes hindous. Alban Alvarez en direct de New Delhi pour France 24. Merci beaucoup Alban pour tous ces éléments. On en vient à la guerre en Ukraine avec ces nouvelles menaces russes. Moscou a dit ne pas exclure que ses forces puissent frapper des instructeurs français présents sur le sol ukrainien. Une possibilité dont Paris et Kiev discutent actuellement. Les images vous sont commentées par Anna Claire. Une cible évidente selon Moscou. Deux figures de proue de l'État russe ont affirmé ce mardi à l'unisson que les instructeurs militaires français ne seraient pas épargnés si repérés sur le terrain de guerre. À commencer par le porte-parole du Kremlin. Aucun instructeur s'occupant de la formation des militaires ukrainiens ne bénéficie d'immunité, qu'ils soient français ou non. En tournée sur le continent africain, le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a confirmé cette possibilité depuis une conférence de presse au Congo-Brazzaville. En ce qui concerne la question des instructeurs français, j'ai des raisons de croire qu'ils travaillent déjà en Ukraine. Il y a de nombreux faits concrets à ce sujet. Qu'ils soient membres des forces armées françaises ou simplement mercenaires, ils représentent une cible absolument légitime pour nos forces armées.
La semaine dernière, le commandant en chef de l'armée ukrainienne avait affirmé que la France pourrait envoyer prochainement des instructeurs pour former leurs troupes. Le ministère ukrainien de la Défense avait cependant précisé peu après que cette option était toujours en discussion avec les pays concernés. Si officiellement un tel programme n'est pas en place, le président français Emmanuel Macron a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'envoyer des troupes occidentales pour aider Kiev, ce qui a suscité la controverse parmi ses alliés, ainsi que la colère de la Russie. Souhaité par la France, ce projet de coalition européenne d'instructeurs militaires est discuté entre pays membres, mais semble loin d'être finalisé. De nombreux pays s'interrogeant justement sur le risque de représailles russes. À 5 jours désormais des élections européennes, la majorité présidentielle ici en France est plus que jamais sur le pont. Dans les sondages, le Rassemblement national la devance toujours très largement. 33% contre 16%, écart abyssal, quasi historique à quelques jours du scrutin. Et pour éviter la défaite, évidemment, Emmanuel Macron entend bien poser de tout son poids, notamment à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement. Ce sera jeudi. Problème, l'ARCOM a indiqué qu'elle allait décompter les propos liés aux élections qu'il tiendra lors de son interview. Bonsoir Jean-Garry, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste de la politique française. Le président de la République est-il dans son rôle ou en fait-il trop selon vous? Alors, il est dans son rôle en intervenant à l'occasion du 80e anniversaire d'un événement majeur de notre histoire contemporaine. Il est non dans son rôle d'organiser un débat avec Marine Le Pen dans le cadre de la campagne européenne. Et il n'appartient pas au présidentiel. Il y a une tentation. Não tem nada lá. Não tem nada, nothing dele. Não tem nada lá naquele Congo, né? Cadê outro país? Você assim base no Congo Brazzaville nem curte nada, né? Deve ter gaja boa. Assim que ninguém está falando dele, a dama lá são bala. Não tem ninguém do Congo Brazzaville famoso, não tem ninguém. Alors on ne sait plus, la parole du présidentiel est rare, plus elle est efficace. Mais qual é o membre? Qual é a Est-ce que différença? c'est l'air du temps ou c'est la méthode Emmanuel Macron qui est aujourd'hui remise en question? Je dirais parce qu'il est évident qu'on ne peut plus communiquer aujourd'hui comme on le faisait du temps du général de Gaulle, même du temps de François Mitterrand. 5 000 exemple, l'accès des réseaux sociaux, l'information en continu. Il y a une nécessité pour un président de la République d'être présent sur les écrans et dans les médias. Mais il y a aussi de construction de la fonction Então Congo Brazzaville é mais Rwanda do que Congo. On peut s'interroger, se dire qu'a priori, cette surcommunication, en tout cas, dans le country défavorable, et que Rwanda was a small country. comme il l'avait eu par exemple Não, porque muitos rwandeses agora têm nacionalidade congolesa. par sa seule présence, par son charisme. No. The president Congo Brazzaville. Vraiment se demander s'il pourrait pas He's just selling beaucoup plus classique. some Merci Jean-Garry pour votre question de France 24. Ce soir, on rappelle que les élections européennes en France, c'est ce dimanche. Bah ça c'est pas imbécile. L'heure du journal C'est pas imbécile. avec Arnaud Le Canet et avec Sophie Saint. Pourquoi? You're gonna sell your territory to another country. Yeah, because in Rwanda you don't. En Espagne, l'épouse de Pedro Sanchez, depuis aujourd'hui, est convoquée officiellement par la justice et le Premier ministre a déjà failli démissionner une première fois. Il avait dénoncé fin avril une stratégie de harcèlement et de démolition. Il veut faire justement son épouse. des plantations des piments le 5 juillet devant un juge d'instruction chargé d'un enquête pour des questions de corruption qu'il a visé. C'est ce qu'a annoncé le tribunal supérieur de
un calendrier qui va évidemment peser sur ces élections européennes. L'Espagne, c'est un pays important en Europe tout de même. Importation. Là-bas, il n'y a pas de terre. Pour ces élections, il n'y a pas de terre. Une question très nationale. D'un côté, les socialistes du gouvernement Sanchez qui mettent en garde contre la plantation de piment. Et You're and then they're gonna make their country bigger. Yeah, alors, t'es malade ou quoi? Jamais in history that in Africa, another country. The people don't want this. gouverné par un social-démocrate. Alors on a dit les élections européennes, c'est dimanche en France, sauf que dans certains pays on a déjà commencé à voter. Vous allez me dire où? À Malte et au Portugal, les électeurs ont pu glisser leur bulletin dans l'urne une semaine avant la date officielle du scrutin. Et alors, regardons ce qui se passe aussi depuis lundi en Estonie. Les électeurs ont voté en personne et en ligne. Et là, il y a eu des problèmes techniques par la plateforme en ligne. Certains navigateurs web avaient identifié cette application spéciale nécessaire pour voter comme un logiciel malveillant et avaient bloqué son téléchargement. Pourquoi? Eh bien parce que l'Estonie est véritablement inquiète d'une cyberattaque de la part de la Russie. Et les Estoniens le redoutent tellement, que, pour l'avoir déjà subi d'ailleurs, qu'ils hébergent le centre d'excellence de l'OTAN pour la cybersécurité. Il y a en Estonie 1 300 000 électeurs, dont 300 000 Russes russophones qui vivent dans le pays. Et ils doivent élire 7 eurodéputés. Alors la première ministre sortante Kaja Kallas, qui est du centre de Renew, donc, est confrontée à une baisse de popularité drastique parce qu'elle a fait des coupes budgétaires et puis qu'on considère qu'elle s'occupe beaucoup trop de son futur européen ou à la tête de l'OTAN. Elle vise un poste à l'extérieur et elle pourrait être d'ailleurs poussée vers la sortie. Ce pays clairement obsédé par la menace russe, il nous est décrit dans ce reportage par Luc Brown et Johan Leau. 8 h du matin, un dimanche d'avril, dans une forêt du centre de l'Estonie. Notre compagnie effectue actuellement des procédures d'évacuation sanitaire parce que nous avons eu des victimes. Drones, fusils d'assaut et lance-missiles. Ils ont repoussé la veille leur ennemi. Leur tâche, défendre leur district, leur bois, leur village. Ils sont une centaine de miliciens, hommes et femmes. Face à eux, une troupe d'élite, des légionnaires parachutistes français, présents en Estonie dans le cadre du renforcement du flanc est de l'OTAN. On est quand même assez impressionné par le niveau qu'ils ont acquis. Ce sont des civils qui, le week-end, donnent leur temps pour s'entraîner au combat et sur le combat sur les arrières. On ne peut pas laisser leurs professionnels. Dans cet exercice conjoint à Bas-la-Blanc, les Français jouent le rôle des Russes. Les Estoniens sont submergés. Avec son armée de 5000 professionnels face à un ennemi potentiellement bien supérieur en nombre, le pays compte sur la mobilisation de ses bénévoles en cas d'invasion. La Ligue de défense estonienne, 30 000 volontaires qui se tiennent prêts à défendre leur pays sur leur temps libre. Nous devons défendre nos familles. Nous avons vu ce qui s'est passé en Ukraine. Nous devons être prêts. Il n'y a pas d'autre option. J'ai 4 enfants et c'est un week-end. Les gens dans l'eau passeraient leur week-end avec leurs enfants à faire autre chose. Mais nous faisons ça parce que nous devons. À cause de notre voisin, pas si gentil que ça à l'Est. Maintes fois envahi par ses puissants voisins, l'Estonie conserve un souvenir douloureux de sa dernière occupation par l'Union soviétique. Des dizaines de milliers d'Estoniens ont été déportés. Pour garder sa souveraineté et son indépendance, le pays mise aujourd'hui sur la mobilisation de sa population et les alliés européens et otaniens. Avec sa forte minorité russophone, la campagne électorale dans ce pays baltique s'est concentrée sur le thème de la sécurité et de l'inquiétant voisin russe. En ce moment, ce qui est sûr, c'est que pour cette campagne, le thème numéro 1, le thème numéro 2 et le thème numéro 3, c'est la sécurité de l'Estonie et celle de l'Europe. La proposition des Estoniens, et je pense qu'elle est bonne, est que chaque pays de l'Union européenne alloue 0,25% de son PIB.
pour défendre l'Ukraine et que l'Ukraine puisse gagner la guerre. Ne pas l'aider maintenant risquerait de nous coûter beaucoup plus cher dans le futur. Sur le soutien indéfectible à l'Ukraine et le renforcement de la défense estonienne, les partis politiques renchérissent à l'approche des élections. Les seuls sujets qui font débat ici sont les questions économiques et écologiques. Allez, c'est l'heure de montrer les objets qu'a changé l'Europe avec Sophie Samaï. Bonjour Sophie. C'est une des dernières directives entérinées par le Parlement européen, le droit à la réparation. C'est quoi exactement? J'ai entendu dire Florent que vous avez cassé votre smartphone il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez remplacé ou est-ce que vous l'avez réparé? J'ai la chance d'avoir un ami qui m'en a donné un. Donc vous l'avez remplacé. Mauvaise réponse, j'en ai posé, excusez-moi, parce que l'Union européenne aurait pu vous aider à le réparer, puisque c'est le droit à la réparation, c'est une nouvelle loi européenne qui vient d'être votée, qui oblige les fabricants à vous proposer cette réparation pour divers produits ménagers, donc le smartphone, on l'a bien compris, mais aussi le lave-linge, le réfrigérateur, ou encore des outils de stockage, comme ce disque dur externe qui contient les meilleures chroniques du service Europe. Ce serait dommage quand même de les casser. Et si les utilisateurs décident de réparer leurs objets, eh bien sachez que cela étend leur garantie d'1 an supplémentaire, c'est quand même important à signaler. Charge aussi aux fabricants d'informer clairement qu'ils ont le droit de réparer leurs objets, de leur proposer un objet de remplacement pendant la réparation, comme ça vous n'êtes pas sans smartphone, et aussi même de proposer des pièces de rechange à prix raisonnable au-delà de la garantie légale. Alors pour les smartphones comme celui-ci, ça oblige aussi par exemple à ne pas rendre obsolètes les applications ou des certain moment qui vous forcent à changer de téléphone. Donc vous avez une durée de vie qui est plus importante. Et vous allez me dire, oui, bon, allez, c'est pas si nouveau que ça de réparer les objets. Effectivement, cette mandature européenne a vraiment mis la réparation au cœur des directives qui ont été votées, puisqu'en 2021, ils avaient déjà voté une loi qui obligeait une réparation, les écrans et les sèche-cheveux, comme celui-ci, à être réparés pendant 7 à 10 ans. Ça a vraiment des conséquences importantes sur l'environnement finalement? Oui, on ne dirait pas comme ça, mais en fait on jette énormément de choses qui pourraient être réparables. Selon une étude de la Commission européenne, 35 millions de tonnes de déchets sont déposés dans les décharges européennes alors qu'ils pourraient être réparés, et c'est un manque à gagner de plus de 12 millions d'euros pour les consommateurs, pas pour l'Union européenne, mais pour vous et moi. Donc c'est un grand projet qui fait partie du pacte vert, ce grand pacte qui contient plusieurs directives pour la protection de l'environnement. C'est une nouvelle législation qui va aussi évidemment de pair avec un texte sur l'éco-conception. Ça ne paraît peut-être pas comme ça, mais ça vise à réduire l'obsolescence programmée. Ça remet la responsabilité sur le fabricant et non sur le consommateur, qui va pouvoir attaquer entre guillemets le fabricant et lui demander de prouver que son objet pourrait vivre au-delà de plusieurs années. Et on rappelle que le scrutin de dimanche n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle mandature. Oui, une nouvelle aventure, avec le choix que vous faites des candidats va dicter les majorités et surtout les priorités et les prochaines politiques pendant 5 ans. Un choix crucial dans un monde polarisé, compétitif, dangereux, comme nous le rappelle par cette petite animation, il y a toujours la même Sophie Samaï. La prochaine mandature européenne sera-t-elle ouverte? Des centaines de textes portant sur l'environnement seront en tout cas soumis au vote des députés européens, alors que le pacte vert, chantier numéro 1 de la mandature 2019-2024, est en pause depuis le mouvement de grève des agriculteurs. Autre grande question qui attend les nouveaux députés européens, le budget de l'Union européenne, alors que l'actuel financement pluriannuel de l'UE arrive à échéance en 2027. Il faudra donc trouver de nouvelles idées et de nouvelles ressources propres pour financer la transition écologique, la réduction des inégalités ou encore le renforcement des politiques communes. Face à l'incertitude des élections américaines et à la multiplication des conflits aux portes de l'Europe, les questions de sécurité et de défense seront aussi rapidement mises sur la table. En cas de distanciation des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, l'Union européenne devra plus que jamais revoir sa capacité d'autonomie stratégique. Quelques mois à peine après l'approbation du pacte Asile et Migration par l'actuel Parlement, le travail ne fait que commencer pour les députés européens. Ils devront le mettre en application dès 2026 et surtout s'organiser pour l'accueil des réfugiés, mais aussi peut-être continuer à signer des partenariats avec des pays tiers pour la rétention des migrants sur leur sol. Enfin, un sujet autrefois mis de côté, l'élargissement européen est revenu sur le devant de la scène internationale depuis le début de la guerre en Ukraine. Plusieurs pays, dont l'Ukraine et la Géorgie, ont récemment obtenu le statut de candidat officiel, portant à 9 le nombre de postulants dans l'antichambre de l'Union européenne.
Mais quelles sont vraiment les priorités des jeunes? Alors on va commencer avec l'Espagne, on termine par une Espagnole aussi qui nous dit toutes ses attentes. Elle va aller voter pour ces élections européennes, mais avec certaines inquiétudes aussi. On écoute son portrait réalisé par mon confrère Damien. ¿Qué pasa con los pactos migratorios en la Unión Europea? ¿Qué pasa con lo que hay que sellar a nivel de valores feministas dentro de la Unión Europea? Gaza puede dar un paso gigante constitucionalizando el aborto, pero ¿cómo podemos realmente encontrar pactos que obliguen, impongan constitucionalizar los derechos de las mujeres y los derechos de los migrantes dentro de las instituciones nacionales? Me preocupa, y yo creo que nos preocupa mucho a mi entorno y a mí también, la influencia que tienen, por ejemplo, las posiciones de determinados países. Por ejemplo, porque países como Polonia, países como Hungría ponen en tela de juicio constantemente los derechos de las mujeres. Una forma de entender que Europa ya no es blanca, que Europa ya no es de hombres, ya no es algo que no se pueda someter a discusión. Se está demostrando en las universidades, en las calles, somos muchos menos jóvenes que hace 20 años, pero los pocos que somos yo creo que tenemos mucha conciencia sobre lo que pasa. Yo creo que lo más desconcertante de Europa en los últimos 10 años es que no nos esperábamos que Meloni estuviese en el poder, que en España se esté disputando constantemente si Vox entra o no entra en el gobierno. Yo creo que la ultraderecha se va a conservar y creo que por eso mismo no votar es un acto de complicidad bastante importante. Voilà une jeune espagnole très articulée, qui sait effectivement où elle veut aller et où elle veut emmener l'Europe. Alors question impertinente tous les jours de nos confrères de la Croix et celle de demain, si vous voulez regarder cette double page, eh bien l'Union européenne est-elle gagnée par le wokisme? Alors des réponses, vous allez le voir quand même très équilibrées, balancées aujourd'hui. Voilà donc pour le journal de campagne. Le prochain, c'est demain à la même heure. Merci Caroline, merci Sophie. On va marquer une courte pause et on va plus loin. Arrive tout de suite sur l'antenne de France 24. Elias, un artiste à talent. Découvrez le clip intitulé 12 en mots de l'artiste comorien avec la Mauricienne Lisa Ducasse en invité. Totafi, un groupe RFI Talent. Découvrez RS Salvaje, le nouveau clip du quartet franco-argentin avec Dr. Chin en invité. Événement. Mesdames et messieurs, faites vos bagages, la France vous attend. Destination Paris. Pour suivre en direct l'événement sportif le plus attendu de l'année. On se prépare pour faire un exploit. Des chroniques hebdomadaires, des invités d'exception. C'est la fête, le sport, mais il faut que ça reste comme ça. L'ouverture des Jeux est imminente. C'est bientôt. Soyez prêts.
Destination Paris avec France 24. 20h30 ici à Paris, merci d'être là tout de suite. Votre rendez-vous quotidien pour approfondir deux dossiers de la journée, c'est on va plus loin. À la une aujourd'hui, la trêve à Gaza sur le bureau du Conseil de sécurité de l'ONU. Hier soir, les États-Unis ont annoncé un projet de résolution pour soutenir un accord de cessez-le-feu. Il avait été présenté par Joe Biden vendredi dernier. Opération ciblée, rumeurs, faux documentaires, intelligence artificielle. Selon un rapport, la Russie intensifie sa campagne de désinformation à l'approche de Paris 2024. Moscou mis en bloc et assure ne pas interférer en France. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Patricia Alémonière. Bonjour Patricia, vous êtes grand reporter. Face à quelqu'un que vous connaissez bien, Thierry Binsky, chroniqueur international ici à France 24. Merci à vous d'être là. Vous apportez vos lumières. Je salue également Claire Duhamel, notre correspondante. Bonjour Claire. Côté israélien, on peut toujours parler d'ambiguïté aujourd'hui. C'est rien. Bonsoir. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le gouvernement israélien estime officiellement la proposition portée par les Américains incomplète. Ils veulent pouvoir continuer la guerre après une période de cessez-le-feu, malgré le fait que l'américaine et internationale d'Israël apparaît toujours. Aussi, les profondes fractures au sein de la coalition au pouvoir, l'extrême droite, qui ont menacé de quitter la loi c'est pour ça que Merci beaucoup Claire. On avait quelques soucis de connexion. On va tenter de vous rejoindre dans un instant. Patricia, est-ce que cette fois ça peut être la bonne? Est-ce que ce plan américain il a des chances d'aboutir selon vous? Donc ça, je me hasarderais bien à faire le moindre pronostic. Ce que l'on peut dire, c'est que quand même, ce plan américain ressemble étrangement aux plans qui ont déjà été annoncés, aux possibilités de traite ont déjà été annoncées depuis fin décembre. Chaque fois, ces possibilités de traite ont échoué sur justement cette notion très précise, soit de ces effets et chaque fois, les deux protagonistes qui sont Benjamin Netanyahu et l'un disant moi je veux aussi un cessez-le-feu définitif, ce que refuse le Premier ministre, et l'autre disant moi je veux aussi retrouver tous les otages et que vous désarmez mon distribuez. Pas vraiment. Dis-le. Ce que ne veut évidemment pas le Hamas, il faut le savoir, son chef chinois a et des armements complets. Ce comment il bien. Comment il bien. Je prends les termes dans les termes de ce. Oh, mais qui nous vient dans la Belgique? Parce que voilà, alors, la Belgique ou la c'est justement leur survie, parce que autant on peut penser que du côté de l'opérationnel militaire du Hamas, il y a quelque chose qui est, comment dire, je rappelle souvent ce qu'avait dit l'un des dirigeants du Hamas, des frères musulmans égyptiens dont le Hamas est héritier, qui disait il faut que nous recherchions la mort comme nos ennemis recherchent la vie. Et il y a une fascination du Hamas, mais qui n'est pas du tout présente chez ceux qui, dans la direction de la gauche politique, sont plutôt à l'aise dans des États climatisés à Doha, au Qatar. Et là, eux se disent il y a une survie possible. D'abord parce que nous apparaissons alors qu'on nous avait donné mort et pour mort, et que là, il y a peut-être quelque chose à faire en étant, alors non pas conciliant, mais en montrant qu'on a une certaine flexibilité. Et de l'autre côté, et ce que disait Claire Duhamel tout à l'heure, on va la retrouver dans un instant d'ailleurs. Vous avez Netanyahu avec la question de sa coalition et quelque chose qui pourrait venir l'aider, mais avec beaucoup de difficultés, c'est une coalition de rechange avec notamment Yair Lapid, l'homme du centre, on va dire,
et qui évidemment serait très sévère avec les d'être en quelque sorte Est-ce que tout ça, c'est vraiment des bâtons processus de négociation? Je ne sais pas, c'est vrai que le danger est là. En même temps, je me dis que les Américains, la chose qui me semble juste, c'est de dire mettons de côté. Même pas d'être résolu, mais même d'avancer. Est-ce que là, parce qu'il y a un intérêt des deux parties présentes justement, c'est pas parce qu'ils sont conscients de tout ça qu'on arriverait à cela, mais parce qu'il y a une raison qui procède de l'inconvénient que représenterait pour les deux parties comme ils le font. Oui, bonsoir. Ce qui est certain, c'est qu'officiellement, la position du gouvernement dit que cette proposition d'accord est incomplète. Les Israéliens veulent s'assurer qu'on continue la guerre après une période de trêve, et c'est ce qui est principal entre Israël et le Hamas dans ces négociations, puisque le mouvement islamiste a lui dit qu'il était plutôt positif, qu'il voulait simplement des garanties des Américains que si c'est durable, qu'un retrait des troupes israéliennes de Gaza serait également durable. C'est que cette proposition de projet révèle aussi bien sûr les fractures de la coalition israélienne au pouvoir, puisque Ben-Gvir est menacé de démissionner, de remettre en cause la stabilité du gouvernement si Israël signe pour cet accord de cessez-le-feu, mais c'est autorisé par un volontaire. Il y a des partis ultranationaux qui seront prêts à voler au secours de Benjamin Netanyahu, le parti Yair Lapid, mais aussi le parti Shas, qui est un parti ultra-orthodoxe, le quatrième de la Knesset, qui lui aussi s'est prononcé en faveur de cet accord de paix. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en attendant, eh bien, ce sont les civils palestiniens qui continuent à payer le prix fort, puisque les bombardements et les frappes continuent. Gaza. Aujourd'hui, c'était principalement dans le secteur de Al-Mouraj, dans le centre de l'enclave palestinienne, où les services hospitaliers font état de plusieurs morts. Et puis, hier, l'armée israélienne a confirmé la mort de 4 otages israéliens qui étaient aux mains des groupes d'armée palestiniens. Leur mort a bien sûr énormément ému la société israélienne, et des manifestations spontanées ont lieu depuis hier soir un petit peu partout en Israël. Merci beaucoup, Claire, pour ces éléments. Patricia, pourquoi les États-Unis estiment de tout leur poids en ce moment pour arracher cet accord? Il faut le voir dans le contexte des élections américaines qui arrivent le 5 novembre. Dans le contexte dans lequel le président Biden est de plus en plus serré en quelque sorte, parce qu'on l'a vu au sein des démocrates et de la jeunesse, mais pas que, il y a tout l'électorat noir, on ne pense pas beaucoup, une tribu est très sensible à la politique, donc qui pourrait se détourner le jour des élections. Et ces élections, on le sait, vont se jouer à très peu, sur quelques États déjà, et sur un petit nombre d'électeurs. Donc, pour Biden, arrêter cette guerre est vital, pratiquement, s'il veut avoir une chance d'être réélu et une chance de parler d'autre chose que de ce conflit. Mais il ne peut pas non plus faire une énorme pression, c'est-à-dire la pression maximum, ça serait ce qu'avait fait Nixon, suspendre effectivement les livraisons. On n'en est pas là parce qu'il y aurait tous les républicains et une grande partie de l'électorat américain qui reste profondément attaché à la survie d'Israël qui se retrouvera contre lui. Le pays joue gros, il joue sa crédibilité sur la scène internationale, peut-être aussi sa future réélection. Oui, mais comme disait Patricia, il s'agit pour lui de faire en sorte que ce thème ne prenne pas sur la scène américaine
une dimension qui serait hasardeuse. C'est à quel point c'est inflammable? C'est inflammable de temps, si vous voulez, il y a des plaques tectoniques qui ont bougé. C'est-à-dire qu'au sein du Parti démocrate, le soutien à Israël était en principe quelque chose de classique, même dans les rangs dites à gauche. Et là, vous avez vu très bien qu'il y a eu un glissement, qu'on revendique un soutien à la Palestine, que les Palestiniens sont croisés et que, d'une certaine manière, cette affaire palestinienne cristallise l'arrivée politique d'une jeunesse. Je ne suis pas persuadé que ça soit, si vous voulez, par engagement profond vis-à-vis des Palestiniens. Je sais toujours ce qui s'est passé quand Donald Trump avait sorti ce plan qui était censé résoudre le conflit israélo-palestinien et qui était un plan qui faisait litière complète des revendications politiques palestiniennes. Personne ne voulait très peu. Une enveloppe, je crois, de 50 milliards, mais c'était tout. C'était tout, c'est-à-dire que faisant la Cisjordanie une zone d'emploi, une zone industrielle. Bon, vous avez entendu beaucoup de personnes prendre la défense du Palestinien qui a été qui doit être donc il y a aussi, il faut toujours voir la chose, c'est qu'il y a des enjeux non seulement internes, mais il y a des enjeux aussi, vous savez, il y a une génération, par exemple en France, qui est arrivée à la politique avec la guerre d'Algérie, et bien vous avez aussi des générations qui arrivent comme ça aux États-Unis avec cette affaire. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux, ça veut dire qu'il y a non pas une importation du conflit, mais que le conflit devient une allégorie de ce que l'on vit sur son propre territoire aux États-Unis. Non, je veux juste ajouter que ce conflit s'exporte dans nos démocraties occidentales et il s'exporte d'une toute autre façon, effectivement, dans le sud global qui nous reproche, en pensant à l'Ukraine, le déploie des mesures. Joe Biden, on s'en souvient, qui avait mis les droits humains au programme dès son investiture. On a vu qu'il est un peu mis sous pression, évidemment, par le soutien historique américain à Israël. C'est vrai. En même temps, je trouve que c'est un levier que l'on a et que l'on peut avoir sur la politique américaine. C'est-à-dire que quand Joe Biden met en avant la défense des droits de la personne humaine, quand il ne les respecte pas, il y a moyen de dire, qu'est-ce que vous faites? La contradiction. Il peut y avoir une contradiction. Alors que quand vous êtes avec, je ne sais pas, moi, par exemple, avec un George Bush de l'époque, il n'y a pas de prise. Là, on voit bien, par exemple, que dans l'affaire de l'Afghanistan, dont le retrait américain a été calamiteux, on voit bien que les critiques qui ont vu le jour aux États-Unis ne partaient pas uniquement sur ce retrait, mais disaient, vous prétendez, vous défendre les droits humains, alors évidemment, vous arrivez tard, mais qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis dans ce sens-là en étant l'Afghanistan pendant 20 ans? C'est bien tout le problème aujourd'hui des États-Unis qui sont sur le plan international, qui, avec cette guerre, enfin avec ce qui se passe à Gaza, sont en train de perdre une crédibilité très importante sur un plan global et international. Un dernier mot, Gauthier, avant de passer au second thème. Non, je crois, si vous voulez, que je rejoins ce que disait Patricia à propos des populations. Là, il y a un cynisme qui est inconcevable quand par exemple Netanyahou et ses acolytes disent on veut pouvoir reprendre les hostilités après une période de temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui vivent? Et y compris d'ailleurs, j'irais même jusqu'aux soldats israéliens. Qu'est-ce qu'on fait? On est en guerre? Ça, c'est l'ambiguïté classique des gouvernements israéliens qui, parce qu'ils voulaient éliminer les fractions laïques de l'OLP, enfin du mouvement palestinien, favorisaient les islamistes. Et c'est un non-sens absolu, mais ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut malheureusement penser que ce n'est pas un gouvernement Netanyahou qui libérera Marwan Barghouti, qui serait un espoir tout à fait raisonnable. Emprisonné depuis combien de temps maintenant? 90. Oui, c'est ça, dans le début des années 90. Une trentaine d'années. Mais je crois que ce qui est aussi important, c'est ce qui s'est passé durant toutes ces dernières années, c'est la déshumanisation en quelque sorte des Palestiniens, c'est-à-dire qu'on ne s'en occupait plus de la cause palestinienne. C'était comme si c'était quantité négligeable, comme s'il n'existait pas. Les Israéliens ne voyaient plus. Et de temps en temps, ils se rappelaient par un attentat, mais c'est tout. Non, on va mettre ça. C'est une victoire.
juste s'il y a quelque chose Une qui est chaîne, très important. Ce que Netanyahu va donc faire, si c'est vous ne voulez pas monter, achetez seulement. On de buy. prospérer, de travailler, 7,000. de faire la sécurité. Le problème, c'est que s'Israël 7,000. immobilisé And you bring the people pendant des must put décennies, that. justement sur les questions You must pay 2,500. se sont dépolitisés et ça veut dire qu'ils n'ont plus la même visuelle vis-à-vis des problèmes Voilà, palestiniens. c'est Ils ne connaissent plus cette réalité-là. Et Voilà, donc, c'est ils ont une vision You know what, you can go to marketplace, you might buy the new one. Some people buy just selling the new one. Just buy and you just pay for someone in marketplace. Yeah, I can install Yeah, it. you can do that for you. Say, Nobody go by the book. Même société, aujourd'hui, c'est la société des années 90, avec une gauche, un centre, et effectivement, des religieux, là, les religieux sont beaucoup plus importants qu'ils ne le croient. Et donc, That's the right thing. What you want? Your customer needs to be comfortable. That's number one rule. Like, you don't have another guy gonna pay and he's gonna have your customer, nigga. Yeah, that's it. You lose your clients like this. Merci, Chico. Oh shit. Vers la Russie et aujourd'hui, selon un rapport publié par un observatoire géré par Microsoft. Man, my YouTube.